Merci beaucoup. Vraiment, avant de commencer, j'aimerais surtout vous remercier l'ensemble du comité d'organisation pour son invitation très chaleureuse. Je suis à la fois avec des amis et des frères, et donc c'est toujours un bonheur de parler d'endométriose dans ce contexte. La question qui m'a été posée, c'est d'évoquer la question du diagnostic précoce non invasif de l'endométriose. Et le sujet, c'est celui de son impact. Donc on va avoir une première partie qui sera à la fois innovante et puis un peu scientifique. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on va l'utiliser, et dans quelles conditions, et pour quels bénéfices. 95%. 95%, c'est la pertinence diagnostique du test salivaire, à la fois en termes de sensibilité, spécificité et R sous la courbe ROC. 10 ans. 10 ans, vous le connaissez, c'est le délai moyen de diagnostic de l'endométriose, quel que soit le pays, quel que soit le système de santé. Et dorénavant, on va transformer 10 ans d'errance en 10 jours d'espoir. Comment ? Tout simplement en faisant un test salivaire. Vous pourrez faire réaliser ce prélèvement à vos patientes, récupérer ce petit dispositif, l'envoyer par la poste. Il arrivera dans un laboratoire central et il vous permettra d'avoir une information précise sur le diagnostic, beaucoup plus précise que tous les outils diagnostiques que vous connaissez jusque-là. Et on va y revenir. Cette simplicité d'utilisation repose sur 3 éléments clés. D'abord, la salive. Comme vous le savez, on a été les premiers dans le monde à travailler cette question du liquide salivaire. On s'est intéressé au sang, on s'est intéressé au liquide péritonéal, mais la salive a des vertus que je considère moi comme vertigineuses et prodigieuses, et on pourrait y revenir. Les ARN, vous connaissez, ce n'est pas l'ADN, c'est vraiment l'ARN, donc c'est l'épigénétique. C'est ce qui nous permet dorénavant de pouvoir considérer que nous pouvons, au plus près de la maladie, être capables de la comprendre. Et le dernier point, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est celle qu'il y a dans votre téléphone. Celle qui fait que quand vous regardez votre écran vous reconnaît, vous, souriant, barbu, avec des lunettes. Et c'est ces algorithmes décisionnels-là, mathématiques-là, qui font que quand vous apportez un certain nombre de biomarqueurs, des milliers, des millions de biomarqueurs, vous avez cette précision-là. Vous le savez, on a gagné notamment le prix Galien cette année, le prix du CNRS l'année dernière. Bref, autant de prix prestigieux qui permettent de mettre en lumière le travail collectif que nous avons réalisé avec plus d'une dizaine de publications, plus d'une quinzaine de publications sur l'année 2022, d'autres arriveront en 2023. Alors voilà le process assez simple. Quand on veut développer un outil de diagnostic, d'abord, on s'intéresse au développement. C'est ce que nous avons fait en 2022. Ensuite, dans le processus général, va falloir démontrer que ce nouvel outil que vous allez mettre en évidence va être cost-effectif. On pourrait le rediscuter, vous allez voir que ça va avoir du sens, notamment dans nos pays, en Afrique du Nord et au-delà. Et troisième élément, montrer que ce que vous avez démontré initialement est valable dans un autre contexte. C'est la validation. Ces résultats de validation ont été réalisés sur une étude sur plus de 1000 malades, dans plus de 18 centres, plus de 41 investigateurs, et c'est la première étude mondiale sur le sujet en endométriose à ma connaissance, en tant que prospectif, avec des résultats analysés sur le plan chirurgical et histologique en multicentrique. Discussion sur sa validité, on peut y revenir, mais je dois dire que là, quoi qu'il arrive, ça reste l'étude la plus importante sur le sujet. Quand on s'intéresse aux ARN et à la salive, c'est la plus grosse étude mondiale. Il n'y a pas d'équivalent, quel que soit le domaine. Donc on est véritablement là, en gynécologie, tous collectivement pionniers d'une démarche diagnostique innovante. Je vous épargne ces résultats, je peux en discuter avec vous. La table 1, donc voici les résultats de l'analyse préliminaire des 1141 malades. On a pris les 200 premières pour dire que si on applique le test à ces 200 premières, quels sont les résultats ? Évidemment que vous pouvez attendre qu'en 2024, on va publier les 1141 malades et je vais y revenir. Premier élément important, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre capacité de clinicien, les symptômes ne sont pas discriminants entre une personne qui a mal d'une endométriose et une personne qui a mal d'autre chose qu'une endométriose. Autre élément important, dans cette étude, nous avons amené beaucoup plus de stades précoces que de stades avancés. Et enfin, 100% des malades ont été opérés, donc avec une preuve histologique. Du coup, qu'est-ce qui contraste par rapport à la première étude ? D'abord, il faut démontrer que les populations sont différentes. Et oui, elles sont différentes. Donc si vous développez un test de diagnostic et que vous l'appliquez avec les mêmes critères d'inclusion, mais des caractéristiques de malades différentes et que cela se soutient sur le plan statistique, la validité externe est acquise. Évidemment, beaucoup plus de stades précoces puisque la préoccupation est véritablement là. Et enfin, j'insiste encore et toujours, quelle que soit notre capacité de clinicien, et vous le savez, l'école dont je viens est une école clinique, est une école chirurgicale,
à laquelle on croit beaucoup à l'écoute des malades et au diagnostic sur le plan des symptômes, mais ce n'est absolument pas discriminant. Du coup, qu'est-ce qu'on a validé? D'abord, voici la première étude. Chaque barre est une patiente, 200 barres. Les couleurs que vous avez en vert sont la quantification des ARN par échantillon. Vous voyez que sur les 200 échantillons, on a du vert, donc on a des ARN, notamment des micro-ARN. D'emblée, je vous projette dans l'avenir. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bleu que de vert. Le bleu sont les ARN que vous avez dans un test salivaire. Le vert, c'est ce que nous avons quantifié et utilisé. En pratique, nous avons utilisé qu'une toute petite fraction de tout ce qu'on peut avoir comme information sur un individu. En validation, on a exactement les mêmes résultats avec une question d'échelle ici. Quand vous faites 200 tests à 200 patientes et que vous quantifiez les ARN, vous avez cette quantification. Donc dans le temps, dans l'espace, cette quantification se soutient. Ce qui veut dire donc que dans ce contexte multicentrique, où nous avons pris des échantillons, nous les avons fait voyager, nous les avons triturés avec la température, la voiture, etc., pour essayer de les tester au maximum, on s'est rendu compte que les ARN et les micro-ARN étaient stables. Donc, la reproductibilité biologique est beaucoup plus stable qu'une prise de sang que vous pourriez faire dans un laboratoire, et nous avons les résultats. Sur le plan statistique, sachez qu'en validation, sur l'analyse intérimaire, on a une sensibilité supérieure à 95%, spécificité supérieure à 95% et capacité diagnostique du test supérieure à 95%. Ce qui en fait actuellement le test de diagnostic le plus pertinent que vous ayez, largement supérieur à la célioscopie diagnostique. Ça, c'était la partie un petit peu nouvelle des résultats. Le positionnement du test, il suffit simplement de partir des recommandations européennes. Vous le savez, dorénavant, vous avez des symptômes, on écoute les malades, on fait des imageries. Et on considère qu'en aval de l'imagerie, vous allez avoir différentes prises en charge selon votre diagnostic. Mais vous savez que cette stratégie de prise en charge, c'est la même depuis 20 ans, c'est la même depuis 10 ans, rien n'a changé. Et en pratique, qu'est-ce que ça fait? D'abord, vous savez d'une part que quand on opère, quand on a ces patientes-là qui sont prises en charge, on continue à faire des célioscopies diagnostiques, surtout pour les patientes discordantes. Que malgré cette stratégie de prise en charge-là, il y a toujours 10 ans d'errance. Et malgré cette stratégie de prise en charge-là, vous avez toujours 25% de patientes qui vont bénéficier d'une célioscopie diagnostique. Et vous savez toujours également que, quel que soit le parcours de soins, les patientes vont devoir consommer des rendez-vous, vont devoir faire des examens d'imagerie et vont devoir faire des IRM. Et ce constat-là, il est valable quel que soit le pays, quelle que soit votre expérience en tant que gynécologue, en tant que radiologue ou en tant qu'échographiste. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Et vous savez bien que le diagnostic est associé à de l'errance, à de la souffrance pour les malades, pour nous à des examens discordants, et enfin devoir expliquer à nos patientes pourquoi 2 IRM ne sont pas concordantes sur l'information qu'on va délivrer. La question fatidique, c'est de savoir à qui on va le proposer, pour quel bénéfice et finalement quel résultat. Pour faire simple, nous on considère que dorénavant, on garde l'algorithme décisionnel de la Haute Autorité de Santé et en aval de l'imagerie, vous avez 2 bras. Soit vous avez un diagnostic qui est posé, et le diagnostic est posé et il n'y a pas de place au test salivaire. Soit le diagnostic n'est pas posé, et auquel cas, certains font un traitement d'épreuve, on pourra y revenir. Après ce traitement d'épreuve, vous avez une imagerie qui n'est toujours pas contributive et des résultats du traitement d'épreuve qui ne sont pas toujours contributifs. Et c'est là qu'on pense que ça a du sens de faire le test de diagnostic de l'endométriose. En cas de résultats discordants, j'ai mal et je n'ai pas d'argument à l'imagerie. Première éventualité. Deuxième éventualité, d'emblée, quand la patiente a mal, avec des examens négatifs, faire le test pour répondre à la question du diagnostic d'emblée. On considère également que, parce que si on suit Nisenblatt et la Cochrane, on a des résultats avec une sensibilité supérieure et supérieure, on va remplacer la célioscopie diagnostique. Quand on regarde les résultats de la Cochrane, il est clairement indiqué que si vous avez des pertinences supérieures à 94 et 79, vous avez donc là un test de diagnostic, vous avez évidemment là un test de triage pour vos parcours de soins, et évidemment, va se poser la question du rationnel de la prescription des échos et de l'IRM. Voilà ce qu'on en pense. Alors, au-delà de l'horizon, on est tous passés par le Covid et on sait tous que les vaccins sont basés sur l'ARN messager tout en bas. C'est la toute petite fraction qu'il y a dans du liquide biologique, quel qu'il soit. Dans la salive, c'est exactement la même chose. Regardez le transcriptome. Regardez le volume d'informations qu'il représente et sachez qu'au moment où je vous parle, dans l'histoire de la connaissance commune que l'on a, ce qui est actuellement uniquement rapporté, ce sont des résultats sur les micro-ARN. On n'a jamais traité, sur le plan de l'innovation,
l'information tirée des autres ARN, les PI, les ARN de transfert, les ARN circulants. Ça vous donne le vertige en termes d'information, et tout ce qu'il y a là, vous l'obtenez dans un prélèvement biologique de 2000 litres de salive. Et ces 2000 litres de salive, si vous le comparez au sang, pour ceux qui sont des croyants du sang, est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace et beaucoup plus percutant. Voilà ce que ça dit dans les autres maladies. Du coup, si vous avez des prélèvements avec des ARN, vous êtes capable de voir les voies de signalisation. Donc on a suivi ce chemin-là. C'est connu dans d'autres pathologies. Voilà ce que ça donne pour l'endométriose. Vous me demandez demain qu'est-ce qu'elle a cette dame. Je vous dirai évidemment, dans l'ancienne nomenclature, elle a une endométriose profonde avec atteinte digestive et un kissing ovarie. Ancienne nomenclature, c'est ce que j'appelle le phénotype imagerie. Le phénotype clinique va rester. On va rajouter et on va tous collectivement rentrer dans une nouvelle ère que je vais appeler le phénotype biologique de l'endométriose, comme en cancérologie. Ça, c'est la caractérisation phénotypique d'une malade sur un échantillon salivaire qui vous donne ces voies de signalisation et qui vous permettent de comprendre que chez cette dame, on a beaucoup plus d'inflammation que de fibrose et on a beaucoup plus d'immunité que de fibrose. Ça tombe bien, quand vous donnez une pilule à deux dames qui ont exactement la même lésion, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Pas toujours le même résultat. La fameuse réponse au traitement et variabilité entre les individus. Vous vous souvenez de ce que nous on a appelé l'hétérogénéité? Elle est biologique et on va l'exprimer. Donc en pratique, quand vous avez plus de 2600 biomarqueurs, vous avez les voies de signalisation, vous expliquez l'hétérogénéité, et voilà dans quoi on met le pied. On met le pied dans le phénome. Le phénome, c'est ce qui fait que dorénavant, et j'espère à l'avenir, on sera capable de caractériser de façon multistrate les données des patientes pour être capable de les comprendre sur le plan clinique, c'est notre rôle de clinicien, sur le plan de l'imagerie, c'est le rôle des radiologues, et sur le plan biologique, vous voyez que finalement, là nous nous sommes intéressés au micro-ARN, mais on ne s'est pas intéressé au microbiote, ça tombe bien, il y a des données sur le sujet. On ne s'est pas intéressé au métabolome, ça tombe bien, il y a des travaux sur le sujet. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est amusé à compresser l'ensemble de ces informations pour en tirer une conclusion. En pratique, le bénéfice, il est simple. Pour le parcours de soins, c'est évident, on peut en rediscuter. Pour la chirurgie, c'est évident, vous voyez que les statistiques permettent de soutenir l'hypothèse d'arrêter de faire des celluloscopies diagnostiques. La fertilité, c'est un autre enjeu et on peut l'aborder en discussion. Et en termes de santé publique, dans un contexte de santé publique français, je peux vous assurer que le fait d'avoir un test précoce de diagnostic pour le triage des malades est fondamental. Merci infiniment pour votre invitation et votre écoute.